Bien, merci beaucoup. Alors merci à Marc de cette invitation à vous présenter un certain nombre de travaux que j'avais conduits quand je travaillais à France Stratégie, donc service de prospective rattaché au Premier ministre, sur les questions de biomasse. Je travaille aujourd'hui à l'Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement. Mais tout ce que je vais vous raconter, vous le retrouverez sur le site internet de France Stratégie sous différents formats. Pour ceux qui aiment les détails, vous avez un rapport assez consistant de 120 pages, et puis vous avez des notes de synthèse, et vous avez même un podcast pour celles et ceux qui dorment mal et qui veulent se détendre le soir. Alors, la question à laquelle on a essayé de répondre était finalement assez simple. Marc l'a évoqué, il y a dans la stratégie nationale bas carbone des objectifs d'utilisation de la biomasse. Et la question est de savoir si d'un strict point de vue biologique et agronomique, ces objectifs sont atteignables. Et sinon, quelles seraient les conditions à mettre en œuvre pour pouvoir les atteindre. Ce qui pose la question, d'une part, de la définition même de ces biomasses. On a un certain nombre de familles de bioressources qui peuvent être utilisées à des fins de production énergétique. Bien évidemment, les ressources agricoles, j'y reviendrai. Les ressources forestières, à la fois le bois, donc produit dans les forêts, et puis tous les résidus des industries du bois. Et puis trois autres blocs qu'on évoque assez peu souvent, sur lesquels on a assez peu d'études. La biomasse aquatique, notamment le potentiel d'utilisation des algues. Les déchets urbains, notamment les déchets verts. Et puis tous les coproduits des industries agroalimentaires, qui sont utilisés aujourd'hui notamment à des fins d'alimentation des animaux d'élevage. Sur ces différents blocs, l'une des grandes questions à laquelle il faut essayer de répondre aussi, c'est finalement savoir quel est l'état de ces gisements et quelles sont les conditions pour récupérer ces gisements. Conditions d'un point de vue technique et conditions aussi d'un point de vue socio-économique. Si vous avez des gisements extrêmement éparpillés sur le territoire, c'est le cas en partie pour les ressources forestières. Vous aurez un coût de récolte, un coût de récupération et un coût d'utilisation de ces gisements qui sera extrêmement important. Alors, sur la ressource agricole, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais le plus important d'un point de vue biophysique, finalement, c'est de comprendre que ces différents types de ressources agricoles sont interconnectés. On a évoqué les effluents d'élevage, le fumier, le lisier. On peut utiliser ce fumier et ce lisier pour produire de l'énergie. On peut et on doit aussi, d'un strict point de vue agronomique, remettre au champ une partie de ces effluents d'élevage pour préserver le potentiel agronomique des sols et préserver la capacité de production de végétaux. Vous avez d'autres types de cultures, les cultures annuelles qui ont une vocation alimentaire première, mais qu'on peut aussi mettre dans des méthaniseurs, ce qui pose un certain nombre de questions d'ordre éthique et d'ordre, on va dire, de hiérarchisation des usages. Vous avez tous les résidus de ces cultures. Les couverts végétaux, alors les couverts végétaux, c'est ce que vous mettez entre deux grandes cultures principales. C'est ce que la réglementation demande à des agriculteurs de mettre entre deux cultures principales, notamment pour assurer la couverture des sols, éviter l'érosion des sols et éviter ce qu'on appelle l'exfoliation, c'est-à-dire l'écoulement des résidus, notamment d'engrais, vers les eaux. Et puis vous avez d'autres types de cultures qui peuvent être produites exclusivement donc, pour la production d'énergie. Et parmi ces autres cultures, vous avez les surplus d'herbe. Tout ce qui est prairie permanente, tout ce qui est prairie donc destinée à accueillir des animaux d'élevage, vous pouvez aussi utiliser cette herbe, notamment pour la méthanisation. Donc ces différents compartiments sont liés entre eux. Bien évidemment, si vous développez les cultures annuelles, si vous développez l'utilisation de résidus de ces cultures, vous aurez moins d'espace pour les surplus d'herbe. Et si vous voulez des surplus d'herbe, il vous faut évidemment de l'élevage et donc de la production d'effluents. Donc tout ça se tient et ce sont ces équilibres entre ces différents compartiments qu'il faut essayer de regarder. Dans tous ces compartiments de ressources bioagricoles, vous avez finalement des usages très variés qui vont pouvoir être observés. Le premier d'entre eux, c'est l'arbitrage entre utilisation de ces cultures, de ces cheptels, de ces animaux d'élevage, pour l'alimentation humaine ou pour l'alimentation animale. Donc vous avez une première clé d'arbitrage, et lorsqu'on veut modéliser tout ça, il y a un certain nombre d'hypothèses à poser pour cet équilibre.
L'autre point important, c'est l'agronomie. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Les effluents d'élevage, il faut qu'ils retournent en partie au sol pour préserver le potentiel agronomique, et c'est vrai aussi pour les résidus de culture comme la paille. Et puis vous avez d'autres usages de ces ressources agricoles pour la production de textiles, la litière pour les animaux, l'utilisation à des fins de biomatériaux et biochimie. Et puis pour ce qui concerne l'utilisation à des fins énergétiques, vous avez différentes voies d'utilisation de ces bioressources qui vont avoir des rendements énergétiques très différents. Et là aussi, lorsque vous essayez de modéliser tout ça, vous avez forcément des hypothèses à poser, ce qui vous explique, dans tous les chiffres qui ont été présentés précédemment, eh bien, le fait que vous ayez une variabilité extrêmement forte en fonction des hypothèses d'utilisation énergétique que vous faites. Un mot sur la biomasse forestière. Parce que là aussi, finalement, vous avez une diversité d'usages qui n'est pas forcément évidente pour chacun. Un arbre, vous allez avoir différents types d'utilisation potentielle des différents bois que vous avez sur cet arbre. Ce à quoi on pense le plus souvent et ce qui est le plus utilisé par les industries du bois, c'est ce qui est en marron sur le petit graphe que j'ai emprunté donc à l'ADEME, sont les billes de pied, les surbilles de tige, c'est ce qu'on appelle le bois d'œuvre qui va être utilisé pour la menuiserie mais qui peut aussi être utilisé pour l'énergie. En orange et en jaune, vous avez le bois industrie et le bois énergie, c'est-à-dire du bois qui va être utilisé notamment potentiellement donc, dans l'industrie du papier, et puis le bois de taille plus petite qui peut être utilisé à des fins énergétiques. Et puis enfin en vert, vous avez le menu bois. Alors ce menu bois, c'est généralement ce qui n'est pas utilisé. Quand on a une coupe, c'est ce qui va rester au sol. Ça a un intérêt d'un point de vue purement biologique, on va dire, pour enrichir les sols. Et puis il y a aussi une difficulté économique à récupérer ce menu bois qui explique que cette ressource, le plus souvent, n'est pas utilisée. Donc on a un gisement qui est potentiellement perdu. Donc on a derrière tout ça des filières qui sont différentes, des possibilités d'usage qui sont différentes, et puis aussi des conditions socio-économiques d'utilisation de ces différents gisements qui sont différentes. Pour revenir sur ce qui a déjà été présenté par Marc sur les objectifs de la stratégie nationale bas carbone, on a, pour atteindre la neutralité carbone à horizon 2050, un certain nombre de conditions qui sont fixées. D'abord, baisser de manière assez drastique nos émissions nationales et de les compenser par des puits de carbone, en multipliant par 2 à horizon 2050 ces puits de carbone pour atteindre environ 80 millions de tonnes d'équivalent CO2. Ce qui est prévu dans la SNBC, c'est de dire on va augmenter le puits de carbone forestier, on va augmenter la captation et séquestration de carbone par l'utilisation de produits bois, et on va augmenter la capacité de séquestration de carbone par les autres terres, ce qu'on appelle les espaces agricoles et naturels, à hauteur de 11 millions de tonnes d'équivalent CO2. Derrière tout ça, vous avez une contrainte biophysique assez simple, c'est-à-dire que la terre n'est pas extensible. Et si vous dites que vous allez préserver les surfaces forestières ou augmenter l'utilisation des produits bois, ça se fera forcément au détriment d'autres usages des terres. Et vous savez qu'il y a dans le débat public une question forte sur l'artificialisation des terres. Si on doit aujourd'hui utiliser des terres pour faire de la construction, ça se fait essentiellement par le biais de l'utilisation d'espaces agricoles. Et donc si on a une stratégie nationale bas carbone qui dit qu'il faut préserver ces espaces agricoles pour séquestrer le carbone, on a un premier clivage ou en tout cas une première difficulté qu'il va falloir essayer de régler. Et puis l'autre point qui a déjà été évoqué, c'est que la SNBC nous dit qu'il va falloir multiplier par 2,5 fois la production de bioénergie en fixant un objectif de 250 TWh pour la biomasse agricole, 250 TWh pour la biomasse forestière, c'est ces deux secteurs auxquels je vais m'intéresser, et on rajoute 50 TWh pour l'énergie produite à l'aide donc des autres déchets, notamment les déchets urbains. Donc on a des objectifs qui sont extrêmement ambitieux, avec derrière des enjeux à concilier qui sont très importants.
D'abord, la question prioritaire qui est celle de la hiérarchisation des usages. Il va falloir trouver le bon équilibre entre utilisation des terres pour produire de l'aliment, produire de l'énergie, produire des biomatériaux, puisqu'on a aussi des objectifs de développement de la chimie verte et d'utilisation notamment du bois à des fins de construction. Et dans le même temps, on explique qu'il va falloir augmenter le potentiel de stockage carbone dans les secteurs agricoles et forestiers. Parallèlement à ça, on a des contraintes biophysiques et démographiques qui sont extrêmement fortes. On a un réchauffement climatique qui est d'ores et déjà très marqué et qui va accroître ses effets. Depuis une vingtaine d'années, vous avez une stagnation des rendements agricoles en France, toutes cultures confondues, malgré les produits techniques et puis les progrès aussi agronomiques. Et parmi les facteurs qui expliquent cette stagnation des rendements, c'est les aléas climatiques qui sont une bonne partie de l'explication. Et parallèlement à ça, on a une croissance démographique au niveau planétaire qui va s'accompagner d'une augmentation de la demande alimentaire. Et donc, on aura besoin de plus de terres pour une population mondiale en croissance. L'autre question qu'il va falloir essayer de régler, c'est évidemment donc, tous les aspects de conflit d'usage que j'ai déjà évoqués. Comment on va concilier artificialisation des sols et maintien des terres agricoles et forestières. Comment on va faire pour ne pas surexploiter ces différents gisements biologiques, parce que ces écosystèmes assurent un certain nombre de services et qui sont tout à fait cruciaux. Si on dit qu'on va exploiter plus les forêts, c'est dans quelles conditions en termes de préservation de la biodiversité et dans quelles conditions en termes de préservation des équilibres fins qu'il y a de ces différents écosystèmes. Et puis enfin, le dernier enjeu qui est important, c'est qu'on parle ici énergie, mais qu'on a parallèlement à cela tout un tas d'objectifs de politique publique de transformation du système alimentaire. En disant il va falloir végétaliser nos régimes alimentaires parce qu'il faudra émettre moins de gaz à effet de serre du côté des productions animales. Donc ça pose un certain nombre de questions et ça a des effets directs sur la répartition des terres. On a la nécessité de réduire l'utilisation de produits phytopharmaceutiques et donc de développer des pratiques agroécologiques. Ça a des impacts sur les rendements de production. Et puis, on a un enjeu socio-économique, c'est que derrière tout ça, on a un secteur agricole qui connaît des mutations démographiques extrêmement importantes. On aura demain beaucoup moins d'agriculteurs pour faire tourner tout ça. Ces points-là sont importants parce que si on a une clé de lecture purement énergétique de ces questions, on les passe un petit peu en sourdine et on passe sans doute à côté des contraintes qui vont peser sur la production énergétique à base de biomasse. Alors, on a essayé donc de regarder plus finement quels étaient les potentiels des différents gisements et notamment comment ces différents gisements pouvaient contribuer aux besoins en bioénergie fixés par la SNBC avec une clé d'analyse assez simple. D'abord, il faut quantifier l'existant, ce qui n'est pas simple parce qu'on a des données statistiques qui sont extrêmement éparses et d'une fiabilité assez variable en fonction des secteurs. Et puis ensuite, on s'est livré à des exercices de projection pour essayer de voir finalement quelles étaient les conditions que l'on pouvait réunir, notamment sur le système agricole, pour optimiser la production de bioénergie sans impacter les autres segments, notamment la production alimentaire et les impacts sur l'environnement. Donc on a aujourd'hui des volumes totaux produits potentiels, le gisement brut qu'on peut identifier à l'aide d'un certain nombre d'études et de travaux. Une partie de ce volume total produit fait l'objet de contraintes biophysiques qui fait qu'on ne peut pas les récupérer d'un point de vue purement technique ou d'un point de vue socio-économique. Donc ça nous permet d'obtenir le volume disponible théorique auquel on soustrait les volumes utilisés actuellement pour identifier pour l'agriculture et pour la forêt le volume supplémentaire disponible, donc notre marge de manœuvre pour nous rapprocher des objectifs de la SNBC. Donc ce qu'on a essayé de faire, c'est d'abord de réunir un certain nombre d'études pour quantifier pour chacun des segments de gisements de biomasse agricole que j'ai évoqués les volumes disponibles, les volumes mobilisés aujourd'hui et donc le volume
supplémentaires disponibles existants. Et ce que vous voyez sur ce tableau de synthèse, c'est que le principal gisement potentiel, ce sont les effluents d'élevage, qui aujourd'hui sont théoriquement, en tout cas en quantité très importante et sous-utilisés par rapport au potentiel. Et puis ensuite, vous avez deux autres types de cultures qui peuvent être utilisées. Ce sont les résidus de culture et les surplus d'herbes issus des prairies. Mais vous voyez que quand je dis ça, effluents d'élevage et surplus d'herbes, donc prairies, le sous-jacent, c'est qu'il faut du cheptel et donc de l'élevage pour avoir ces effluents d'élevage et ces prairies. Et là, on a une petite contradiction avec la nécessité de faire baisser le cheptel pour atteindre les objectifs de neutralité carbone. Donc on a comme ça des éléments de chiffrage qui peuvent ensuite être traduits en potentiel énergétique. Alors, cette traduction en équivalent énergétique va reposer sur des hypothèses, notamment donc en fonction des différentes voies d'utilisation, qui là aussi sont discutables et sont discutées. Et ce que l'on voit, c'est que dans les ressources méthanisables, ce sont donc évidemment les effluents d'élevage qui pourraient constituer la principale source d'équivalent énergétique supplémentaire. Et puis on a ensuite donc culture intermédiaire surplus d'herbe. Pour les autres types de ressources, notamment haies et agroforesterie, on a un potentiel énergétique supplémentaire qui est finalement assez limité. Donc ça, ce sont les exercices qu'on avait conduits pour la biomasse agricole. Et puis vous avez des études qui ont été conduites sur la biomasse forestière, notamment donc une étude de 2016 conduite donc par le consortium ADEME, Institut géographique national, et puis la Fédération des acteurs des filières bois, qui a essayé de quantifier à horizon 2025 puis 2035 les différents gisements de bois possibles, donc bois d'œuvre, bois industrie, bois énergie et menu bois, en fonction du type de sylviculture que vous mettez derrière. Donc soit en maintenant finalement une gestion des massifs forestiers telle qu'elle est actuellement, ou en imaginant une utilisation qu'on qualifie de dynamique progressive, donc en gros plus intensive, avec des cycles de récolte plus forts, ce qui pose des questions en termes d'impact sur la biodiversité, et puis qui pose aussi des questions en termes d'appareils productifs derrière, parce que pour avoir une gestion dynamique plus importante des forêts, il faut une structuration des filières plus forte et des équipements industriels de transformation derrière qui aujourd'hui n'existent pas. Donc très clairement, ce que montrent ces différents travaux, c'est que pour avoir une augmentation du potentiel de production en bois, il faut aller donc vers cette gestion dynamique plus importante. Mais dans ces estimations, il y a quand même un facteur important, une inconnue très, très, très forte, qui est celle de l'impact du changement climatique sur les forêts. On a déjà des signes très préoccupants du fait des épisodes de sécheresse, du fait du développement d'un certain nombre de pathogènes des forêts donc, liés à ce réchauffement climatique, qui laissent à penser que malheureusement, le potentiel de maintien des forêts risque d'être impacté dans les années à venir. Si on traduit tout ça en termes de disponibilité supplémentaire et de traduction énergétique, on voit que pour le bois, on pourrait avoir 23 TWh augmentés donc, avec des pratiques sylvicoles constantes, et on pourrait théoriquement atteindre 60 TWh selon cette étude si on allait vers une gestion dynamique avec toutes les limites et toutes les hypothèses que j'ai évoquées tout à l'heure. Donc on a là aussi donc, des études, mais des contraintes et des incertitudes assez fortes. Donc sur tous ces travaux, je le redis, l'une des grandes difficultés que l'on a pour modéliser tout ça, que ce soit pour la production agricole ou la production forestière, c'est finalement les lacunes statistiques qu'on a derrière. On a aujourd'hui des statistiques qui sont assez approximatives. On a tout un tas d'hypothèses sous-jacentes qui vous expliquent les différentiels de potentiel énergétique en fonction des études. Et puis, on a le plus souvent un petit manque dans tous ces travaux, c'est la difficulté finalement de modéliser concrètement les impacts du changement climatique sur les gisements agricoles et les gisements forestiers.
Alors, je vais revenir donc à ce qu'on a fait à France Stratégie sur le volet agriculture. Je vous ai dit qu'il y avait dans les politiques publiques une politique de soutien à la transformation du système agricole avec l'utilisation de moins de pesticides et donc le développement de l'agroécologie. Et l'une des questions que l'on peut poser, c'est savoir si ce développement de nouvelles pratiques agricoles va être compatible avec le potentiel de développement de la biomasse énergie d'origine agricole fixé par la SNBC. Alors pour ça, il faut poser tout un tas d'hypothèses, et c'est un exercice de modélisation qui est finalement assez compliqué. Bien évidemment, on peut modéliser des évolutions de production, mais il ne faut pas perdre de vue qu'on a en sous-jacent une demande et des soutiens et des politiques publiques derrière qui doivent être mises en place. On a des systèmes agricoles qui, dans nos différents scénarios de modélisation, doivent trouver le bon équilibre entre production végétale et production animale. On a la modélisation des pressions sur l'usage des terres qu'il faut essayer d'intégrer en essayant de regarder quels sont les impacts de nos modèles sur la répartition des surfaces et puis essayer de tenir compte du contexte environnemental et notamment de l'enjeu crucial du changement climatique sur les différents modèles que l'on produit. Donc on s'est livré donc un exercice assez simple en se cantonnant simplement à 2 scénarios à horizon 2050. Un scénario tendanciel, globalement, donc on regarde les évolutions actuelles du secteur agricole et puis on fixe des objectifs. Et puis un scénario un petit peu plus ambitieux sur la transformation agroécologique avec, dans les 2 cas, la prolongation de ce que l'on observe aujourd'hui, qui est la baisse de surface agricole. Par contre, en fonction des scénarios, on va poser des hypothèses plus importantes sur le développement de l'agriculture biologique et également sur l'évolution du cheptel animal et notamment du cheptel bovin, puisque ça fait partie des éléments de contrainte, notamment de la SNBC. Donc, sans rentrer dans les détails de l'exercice de modélisation, le point de sortie, c'est quoi? C'est que, en fonction donc, du scénario, on a finalement des résultats qui sont assez divergents. Dans le scénario tendanciel, c'est évidemment les effluents d'élevage qui ressortent comme potentiellement la source de production énergétique la plus importante. Dans notre scénario agroécologique, on a moins d'énergie produite à l'aide des effluents d'élevage. Par contre, on développe les cultures intermédiaires, on développe les haies, l'agroforesterie et l'utilisation de ces haies et agroforesterie de manière raisonnée pour produire plus d'énergie. Et ça explique que dans ce scénario agroécologique, finalement, vous avez un potentiel énergétique un peu plus important, avec toutes les incertitudes statistiques que j'ai évoquées évidemment avant, que dans le scénario tendanciel, donc dans le maintien des schémas de production actuels. Donc ce petit exercice de modélisation montre qu'en toute théorie, on peut avoir accroissement de la production de biomasse énergie d'origine agricole avec dans le même temps un développement de pratiques plus agroécologiques. Et donc le nœud lié à la transformation du système agricole se délie un petit peu sur cet aspect-là. Alors, quand on a publié ce rapport, donc en 2021, assez rapidement, on a été contacté par un certain nombre d'acteurs du secteur énergétique et confronté à d'autres travaux et d'autres exercices de modélisation pour essayer de comprendre pourquoi finalement on obtenait des résultats moins disants que ceux d'autres projections. Et finalement, la principale différence entre notre scénario et puis le scénario d'autres acteurs, c'est qu'on a posé des hypothèses assez strictes sur le potentiel d'utilisation des résidus de culture. Et ça, et je le maintiens parce que je pense qu'on a vu plutôt juste, l'hypothèse sous-jacente, elle est agronomique, c'est-à-dire ce que l'on dit dans notre scénario. Dans un contexte de réchauffement climatique, dans un contexte d'appauvrissement des terres agricoles,
Si vous utilisez tous les résidus de culture pour faire de la méthanisation, si vous ne les retournez pas à la terre, vous aurez une baisse de production qui sera tellement importante que de toute manière, on y perdra globalement sur la production énergétique et sur la production alimentaire. Et c'est ce qui vous explique pourquoi, finalement, sur ce volet-là, on a la principale différence entre ce qu'on a proposé et d'autres acteurs. Et ce qui est plutôt satisfaisant, c'est que j'ai pu constater qu'à la suite de ce travail, un certain nombre d'autres scénarios ont été revus pour avoir des hypothèses un petit peu plus prudentes sur cette réalité agronomique qui est qu'il faut réutiliser et réinjecter dans les sols les résidus de culture pour préserver donc le potentiel agricole. Alors, pour terminer, mais vous l'avez compris, ce qu'on a voulu montrer dans cette étude, c'est non pas qu'il n'y avait pas d'intérêt évidemment à utiliser la biomasse pour la production d'énergie, mais que cette mobilisation posait tout un tas de questions d'ordre biophysique, mais aussi d'ordre socio-économique qu'il va falloir régler pour essayer de se rapprocher des objectifs de la SNBC. Alors d'abord, effectivement, donc, dans nos projections, y compris lorsqu'on est sur le scénario agroécologique qui est le mieux disant, on reste finalement assez loin de l'objectif SNBC. Au mieux, on est à 180 TWh, alors que la SNBC, donc pour la biomasse agricole, fixe un objectif de 250. Donc il y a un gap, et ça a été largement dit précédemment, qu'il faudra combler. On a quand même des questions d'incertitude dans les différents modèles et donc des questions de recherche, des questions de production statistique qu'il va falloir régler. Mais il y a quand même derrière tout ça une question fondamentale qui est celle des conflits d'usage. Très clairement, on ne va pas pouvoir demander tout au secteur agricole. Produire plus d'aliments pour une population mondiale en croissance, avoir moins d'élevage pour atteindre les objectifs de neutralité carbone, se recentrer sur une production végétale alimentaire et donc avoir une clé de répartition des terres différentes, et puis dans le même temps avoir une politique d'extension des terres agricoles, puisque si on veut augmenter ces productions, eh bien on aura en sous-jacent donc la question de l'artificialisation des sols qu'il faudra concilier. Voilà, donc on a tout un tas de conditions qui montrent qu'on ne pourra pas raisonnablement atteindre les objectifs SNBC pour la biomasse agricole. Et pour la forêt, il y a les mêmes questions statistiques et les mêmes incertitudes qui sont extrêmement fortes. Et la grande interrogation qu'on peut avoir, c'est finalement sur la manière dont on devrait gérer les massifs forestiers pour optimiser l'utilisation de cette ressource énergétique sans impacter les services écosystémiques et sans porter atteinte à la biodiversité. Et ça, c'est un point extrêmement important, sachant qu'on a derrière l'utilisation des gisements forestiers une question très ancienne de structuration des filières bois, avec en France la particularité d'avoir finalement beaucoup de propriétaires privés avec des gisements assez émiettés et donc des coûts de récupération, des coûts de gestion potentiellement importants. Un point qu'il ne faut pas perdre de vue, c'est-à-dire qu'on ne peut pas se limiter à une clé d'analyse énergétique. Derrière, le sous-jacent, c'est quel modèle agricole on veut pour utiliser et optimiser l'utilisation de cette biomasse. Et donc, je ne vais pas y revenir, mais vous avez des vraies questions agronomiques, vous avez des vraies questions de choix sur l'utilisation ou non de cultures dédiées à des fins de méthanisation qu'il va falloir traiter, qu'il va falloir essayer de concilier. Et puis, vous avez des aléas de production qu'il va falloir un petit peu plus ou mieux intégrer, si on le peut, dans les différentes projections. Si on veut produire plus, mais que dans le même temps, donc on doit utiliser plus d'engrais émetteurs de gaz à effet de serre, ça n'a pas beaucoup de sens. Si pour produire plus de biomasse énergie, il vous faut de l'irrigation alors qu'on a de la contrainte en eau extrêmement forte, ça n'a pas beaucoup de sens. Et puis, si, et c'est le cas dans un certain nombre
de scénario, vous avez un potentiel énergétique qui dépend de ce que j'ai évoqué tout à l'heure, les cultures intermédiaires, mais que cette utilisation se fait aux dépens des cultures principales, dédiées notamment à l'alimentation humaine, ça n'a pas non plus beaucoup de sens. Ou en tout cas, ça implique des arbitrages extrêmement clairs et plus politiques. Donc pour conclure, si on veut concilier tout ça, alors personnellement je ne crois pas à la capacité de la main invisible du marché de régler elle-même toute seule tout ça, il va falloir de la planification, revenir à une notion qui est revenue un petit peu dans le débat public, mais qui fait sens d'un point de vue biophysique par rapport aux enjeux agricoles et forestiers. On n'atteindra pas, sans doute pas, ou sous des conditions qui ne sont pas réalistes, les objectifs de la SNBC. On a une transformation des systèmes alimentaires et agricoles vers l'agroécologie, donc qui peut être compatible avec une augmentation de la production de biomasse énergie, c'est la bonne nouvelle, mais aussi une évolution des gisements forestiers qu'il faudra envisager et accompagner. Et le point clé, c'est que ça ne doit pas se faire au détriment des services écosystémiques, tous les services que rendent la nature à l'humanité, et donc n'avoir qu'une clé de réflexion purement énergétique au détriment de cet enjeu biodiversité posera problème. Donc il faut essayer de planifier au mieux tout ça, et pour réduire le gap, de toute manière, de manière volontaire ou de manière contrainte, on aura l'enjeu clé de sobriété qui s'imposera. Quand je dis de manière contrainte, alors il m'arrive de donner des conférences sur d'autres sujets que l'énergie et plutôt sur la production alimentaire, on va être confronté du fait du changement climatique à des pressions, à des pénuries alimentaires dans un court terme sur des régions importantes de la planète qui vont impacter le fonctionnement de notre système alimentaire au niveau national. Et donc on aura une contrainte de sobriété alimentaire qui va se poser, une contrainte de sobriété en termes de production agricole qui va se poser, et donc le sous-jacent pour faire tenir tous ces cycles biophysiques, ça va être la sobriété énergétique. Donc soit on l'anticipe, soit on la subit, mais dans tous les cas, elle sera sans doute là. Et je crois que voilà, c'est tout ce que je voulais raconter.